Bonsoir les amis, et bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. Ce soir, il s'agira plus de théorie et d'éveil spirituel. Toujours en concernant l'alchimie, bien entendu. Pourquoi donc l'alchimie peut amener à un éveil spirituel? Et comment devient-on alchimiste finalement? Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ce n'est pas forcément quelque chose d'opératif, l'alchimie. Mais le travail de la matière, vous en conviendrez, est un tiers du travail, puisque l'âme a tiers. Donc l'esprit a un tiers, bien entendu, et le physique en a un également. Si on se rappelle bien les trois grands plans, le grand plan physique, le grand plan mental et le grand plan spirituel, les trois sont interdépendants et n'ont pas de ligne clairement définie qui les sépare. Ce qui veut dire par là que ce qui fera du bien à l'un fera du bien à l'autre, nécessairement. Dans la précédente vidéo, nous avons pu nous exercer, à proprement parler, à la confection d'un élixir simple de milice. Et il est encore trop tôt pour les personnes qui auraient décidé de s'y mettre, parce que les résultats seront visibles qu'au bout d'un certain temps, à minima un bon mois. Si l'univers me le permet, il est bon, je dirais à ce stade, de réfléchir sur ce qu'est l'alchimie et comment cette manipulation peut nous conduire à un progrès spirituel. Mais dans l'immédiat, il serait plus aisé de dire ce que n'est pas l'alchimie, plutôt que de dire ce qu'elle est. Si on considère l'aspect matériel, l'alchimie n'est ni la chimie ou l'hyperchimie qu'on pouvait entendre au XVIIIe et XIXe siècle. C'est plutôt un processus biodynamique qui tient plus des processus de la fermentation ou de la putréfaction, plutôt que des réactions chimiques classiques. L'alchimie conduit à la connaissance profonde des mécanismes fondamentaux de la nature. Mais à la différence des sciences que je dirais profanes, qui n'envisagent que l'aspect matériel de ces mécanismes, sur le plan physique, l'alchimie, elle, tient également compte de l'aspect spirituel, et ce qui est généralement invisible à la perception sensorielle de l'opérateur. C'est par cet aspect des études alchimiques que l'opérateur est conduit à un progrès spirituel et à une élévation de son niveau de conscience. Il y a une dualité là-dedans, mais la dualité de cette méthode d'avancement spirituel a un grand avantage par rapport à beaucoup d'autres méthodes. L'avancement spirituel conduit à avoir la tête dans le ciel. Mais pour mener à bien son travail, l'alchimiste est obligé de garder les pieds sur terre. Donc il prend conscience des réalités supérieures tout en gardant à l'esprit les manifestations physiques et leur importance. Voilà. On vit dans un monde bien concret. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de se soustraire complètement à ce monde. C'est la cohabitation pacifique des contraires. Mais il y a une véritable nécessité d'un progrès spirituel personnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une partie théorique indispensable, qui vient en corrélation avec la pratique alchimique de l'élixir de Mélis. Mais il y a une chose fondamentale qu'il est important de comprendre tout de suite. Un alchimiste ne peut pas être athée. Ce doit être un spiritualiste, quelle que soit la nature de sa croyance, de sa religion, de sa méthode ésotérique, on va dire, de sa doctrine personnelle. Il importe que on puisse commencer chaque période de travail par, que ce soit une méditation ou un travail pratique expérimental, par une invocation. Et qu'on la termine par un remerciement à Dieu, au cosmique, à l'unité, au grand architecte, peu importe la conception divine ou spirituelle qu'on a choisi en notre sein, quoi. Mais la seconde chose aussi à bien comprendre, et sur laquelle je reviendrai souvent quand même, c'est le but que se propose l'alchimiste. Il doit s'agir uniquement de son progrès spirituel personnel. Et j'insiste bien sur le progrès spirituel personnel.
si on songe à travers une espèce de vue fantasmagorique, de lointaines transmutations métalliques, en pensant uniquement aider les autres, comme le faisait Nicolas Flamel, au terme de son art. Si on le fait uniquement pour aider les autres, c'est ni une excuse et ni une incitation auprès de l'infini. Vous allez comprendre. La faculté de transmutation est une récompense du progrès spirituel personnel. Mais on n'a jamais aidé qui que ce soit dans ce monde avec de l'or si l'infini, en gros, hein, si le tout ne l'a pas permis. Mieux vaut comprendre tout de suite les desseins du tout pour son cas personnel, avant de décider de ce qui est bon pour les autres. C'est ce dont je vous parle depuis toujours, dans ce retour sur soi, pour s'ouvrir finalement aux autres, se concentrer sur soi-même. C'est dans ce sens. C'est pour ça que je vous m'en garde dès maintenant sur le fait que, tout de suite, hein, faut pas l'oublier ça, hein. Dans la loi, en France en tout cas, on interdit toute personne étrangère au corps médical de prescrire un usage de tout produit dans le but de faire une cure ou de soin. C'est pour ça que je vous invite à le faire vous-même. Je ne fais pas la promotion d'un quelconque produit que je fabrique. Je vous invite à le faire vous-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas envisager la conception de nos élixirs pour la santé des autres. Et pour vous éviter toute tentation dans ce domaine, je ne donnerai pas, ou du moins dans un premier temps, les moyens de contrôler les élixirs alchimiques. Leur fabrication est en elle-même un élément de connaissance de la nature. Et un moyen de développement spirituel en même temps. Donc comprenez-moi bien mes amis, c'est ce progrès spirituel personnel que l'on doit d'abord rechercher. Comment est-ce qu'on peut songer à aider les autres si on ne possède pas soi-même un certain degré de maîtrise? Je ne parle pas de contrôle. Le contrôle, on ne l'a pas. C'est le tout qui a le contrôle, qui maîtrise le principe de causalité, les causes et les effets. Mais nous pouvons maîtriser. On peut accéder à la maîtrise. Vous savez la différence qu'il y a entre un ceinture blanche et un ceinture noire de karaté? C'est le niveau de maîtrise. Les deux pratiquent la même discipline. Il existe un principe sacré d'égoïsme qui veut que on progresse d'abord nous-mêmes, soi-même, avant de songer à faire avancer les autres. Si on fait l'inverse, et quelle que soit la bonne volonté avec laquelle on le fait, on risque de les faire reculer plutôt que de les faire progresser. Et ça, c'est une certitude. C'est pour ça que, voilà, il est important maintenant de rentrer toujours dans l'alchimie, dans cette théorie qui est inhérente au principe hermétique alchimique. Encore une fois, mes amis, là, dans ce domaine, dans ce type de vidéo, comme je vous l'ai dit, là, c'est véritablement dans la pratique alchimique. Ce sont des cours, hein, finalement. Ce sont des cours, mais qui sont à la fois théoriques et pratiques. Mais maintenant, nous sommes véritablement dans le vif du sujet. Les exercices que je vous ai proposés jusqu'à présent, si vous faites bien attention, avec un petit peu de recul, ils proposent à la fois des exercices physiques, on s'entend bien, hein, on parle pas de fitness, hein, et des exercices mentaux. Les exercices physiques, bon, vous en rappelez un petit peu, hein, et comme je vous le dis, il n'y a pas de ligne clairement définie entre les plans. Parce que les exercices d'attention travaillent sur votre physique et à la fois sur votre mental. Sur votre mental en travaillant l'attention. Les exercices visuels étaient également basés sur une forme d'attention qui vous permettait, et qui vous permet encore, j'espère, d'avoir cette vision par-delà la vision. Mais nous sommes sur le plan mental. Aujourd'hui, il s'agira véritablement du plan spirituel. Je ne fais pas encore de cours d'ésotérisme, parce que c'est encore un peu trop tôt pour aborder ça, mais il faut bien saisir les notions spirituelles. Laissez-vous guider par ce que je vais dire, de façon à vous en imprégner et de le réécouter. Nous sommes dans l'aura. Aura élabora. Prie et travail. Maintenant, il faut quand même examiner les différences entre chimie et alchimie. En chimie, si les ingrédients corrects sont présents, et si les manipulations sont bien faites, le résultat, quoi qu'il arrive, sera atteint, indépendamment de l'opérateur.
Vous voyez ce que je veux dire? En alchimie, même si les ingrédients adéquats sont présents et si les manips physiques sont bien faites, le résultat ne sera pas nécessairement atteint. Parce que la réussite dépendra de l'état personnel de l'opérateur. Dans une mesure restreinte, l'alchimie peut être considérée comme la parapsychologie de la chimie. La réussite de l'opération dépend des états intérieurs, psychiques et spirituels de l'opérateur. Vous avez pu le constater avec l'exercice avec la banane notamment. Et peut-être même avec l'exercice sur la façon de comment transmuter l'eau en glace. Et c'est encore plus vrai ça lorsqu'on avance dans la hiérarchie des opérations et des œuvres alchimiques. C'est pour ça qu'il y a les petites œuvres et le grand œuvre. Donc un démarrage rationnel consiste à commencer par les opérations les plus simples, les plus abordables. C'est pour ça qu'on tente les œuvres mineures avant les œuvres majeures, hein, normal. L'élixir qui vous avait été présenté, pour l'instant on n'est pas sur un élixir planétaire, on est sur un élixir végétal mineur. Mais qui a toutefois ses effets probants, hein, bien démonstratifs, hein, qui seront très efficaces. Hein. Voilà. Bon, la deuxième différence entre la chimie et l'alchimie, elle est aussi très, très importante. Hein. La chimie ne considère pas que les corps sur lesquels elle travaille sont vivants. Écoutez bien. En fait, ces processus sont tels qu'elle ne travaille que sur des corps morts. Ceux-ci sont donc dans l'impossibilité d'évoluer. L'alchimie, par contre, comme c'est un système biodynamique qui utilise dans ses opérations les forces de la vie, elles effectuent alors un triple travail sur les corps, parce que les effets sont la purification, la régénération et l'évolution. Dans les forces de la fécondation et dans les forces de la reproduction se trouvent les principes les plus puissants. Et c'est de là qu'ils devront être extraits pour être mis en jeu. Mais si cette opération peut paraître concevable dans le règne végétal, l'extraction de la semence, hein, on va dire, ou du sperme métallique, connu de pas beaucoup, hein, attention, hein, c'est considéré comme du n'importe quoi, une utopie hein, par la foule. À travers les éléments physiques, l'alchimiste, ou on peut dire un artiste, hein, l'artiste habile pourra et doit parvenir à manipuler les éléments divins, spirituels, invisibles, qui sont les véritables éléments de la vie, dans les choses et dans les êtres. Encore une autre différence entre le chimiste et l'alchimiste réside dans le but recherché dans ces opérations. Pour réussir, l'un et l'autre sont tenus de se soumettre aux lois de la nature. Mais l'alchimiste doit aussi, dans son travail, s'orienter vers les mêmes buts que la nature s'efforce d'atteindre. Parce que ce que fait l'alchimiste, finalement, c'est reproduire ce que fait la nature, mais dans un temps bien plus court. Dans l'alchimie, il y a ce dont je vous parlais la fois précédente, la spagyrie. Donc, qui travaille, la spagyrie, c'est l'alchimie végétale. Nous sommes clairement dans l'alchimie parce que les opérations effectuées seront, entre guillemets, du même ordre que dans le règne métallique. Mais le pouvoir du règne végétal ne vous rendra maître que du règne végétal. Étant donné que le règne végétal est issu du règne minéral, le règne minéral a plus de germes, dirais-je. Et que sur ce terrain, une expérience d'appréciation au niveau du développement psychique et des niveaux de conscience atteints sera sans risque. Quand vous travaillez sur le règne végétal, il n'y a aucun risque au niveau psychique. Pour résumer ce que je viens de dire jusqu'à présent, ce qu'on fait dans le travail alchimique ou spagyrique, premièrement, on accélère les processus de la nature en se gardant de déroger à ces règles. Deuxièmement, on ôte les obstacles qui empêchent la nature d'agir spontanément. Et troisièmement, on s'efforce d'aider la nature dans son travail de réintégration universelle, en accord avec les 7 principes hermétiques. Je fais brièvement une petite parenthèse, parce que je me rends compte que la dernière fois, je vous avais parlé que l'initiation, en fait, prenait racine dans les sociétés secrètes. Il faut comprendre aussi, c'est un petit aparté, hein,
Mais les sociétés secrètes, je sais qu'aujourd'hui peuvent avoir une connotation extrêmement péjorative, tout simplement parce que c'est ce que c'est devenu. À l'origine, dans les sociétés secrètes, ce qu'on appelle les sociétés secrètes, attention, hein, ça partait d'un bon principe, c'est-à-dire toujours pareil, l'évolution et la connaissance profonde des mécanismes de l'univers et la manipulation de ceux-ci, mais selon le principe de rythme et de polarité, il n'y a pas de bien absolu ni de mal absolu, en tout cas dans l'univers. Et le fait que les sociétés décrites ci-dessus, je ne donnerai pas de nom, hein, ont été dévoyées, c'est tout à fait normal de pouvoir trouver des choses farfelues hein, sur le net, hein, qui sont à la fois des demi-vérités, hein, parce qu'on trouvera toujours quelque chose qui nous conviendra. Mais je dois l'affirmer que ça n'a rien à voir avec les véritables sociétés d'initiés qui travaillent dans l'ombre, forcément, mais qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Dans une démarche maintenant spagyrique, je vais essayer d'être le plus exhaustif à travers les cours. Il faudra impérativement étudier les végétaux et la liaison entre le règne végétal et l'aspect ésotérique du travail. Et lorsque vous aurez acquis une certaine habileté dans l'opératif, on pourra reprendre l'étude des 4 éléments. Si vous avez pu vous procurer le matériel adéquat, faites très attention lors de la manipulation. Hein. Vous avez vu, ce n'est pas forcément très onéreux au vu de ce que cela peut vous apporter en termes de bienfaits. En plus, bon voilà, c'est du verre. Hein. N'oublions pas que le verre résiste aux acides parce que le verre est déjà mort. Donc il n'agit pas sur une matière vivante. Mais nous n'en sommes pas là. Vous verrez qu'à travers les expériences, vous allez apprendre de vos erreurs. Perte de temps, bris de matériel, mais tout ça peut être évité avec des mises en garde. Hein. Faites très attention lorsque vous travaillez, même si pour l'instant, je vous l'ai dit, d'un point de vue psychique, il n'y a absolument rien à craindre, mais faites attention quand même parce que vous allez manipuler de l'alcool, et c'est très volatile. C'est pour ça que je vous invite très fortement à ne pas utiliser de bec-benzène, même de plaques chauffantes lorsqu'il s'agit de chauffer le ballon. Le chauffe-ballon sera le plus indiqué. Évitez toute source de chaleur à proximité. Surtout lorsque vous allez atteindre les dernières rectifications. N'oubliez pas de tout noter, de tout mettre à plat, de prendre des notes. Donc peu importe que l'on travaille en spagyrie ou en alchimie, il est important qu'on comprenne l'état d'esprit nécessaire à la réussite de nos travaux. Au départ, on ne peut pas prétendre être un alchimiste ou un philosophe, mais on doit s'efforcer d'avoir l'état d'esprit qui correspond à ça. L'alchimie étant à la fois matérielle et spirituelle, des précautions seront quand même à prendre dans ces 2 domaines. L'aspect matériel fera l'objet de l'étude dans la partie pratique, à chaque fois comme je vous en parle, mais j'aborderai plusieurs fois dans la partie philosophique l'aspect spirituel. La conception alchimique, c'est le travail répétitif sur la matière. On dit que ça lui ouvre les pores. Ça veut dire en réalité que la matière, je prends le sel par exemple, je parle pas du sel de cuisine, la matière là devient aisément réceptive à son soufre, mais elle peut être irrémédiablement contaminée par une impureté. Et cette impureté là signifie qu'en fait c'est dû à la sensibilité psychique de la matière. Si l'opérateur a une radiation positive, la matière sera améliorée. Inversement, si sa radiation est négative, la matière sera contaminée. Et ça, notez-le bien, il en sera de même si un profane vient s'approcher à voir la matière. S'il s'approche de la matière avec laquelle vous êtes en train de travailler, d'un point de vue psychique, son état sera irrémédiablement altéré. Donc il faut impérativement soustraire aux yeux du profane la matière avec laquelle vous travaillez. Et avant toute chose, lorsque vous allez faire un travail alchimique, il faut absolument se dynamiser, se positiver.
Et ceci d'autant plus que notre travail nous entraîne à affiner. On dit AQE, c'est un terme hermétique qui veut dire, entre autres, affiner la matière. Votre laboratoire doit être interdit aux profanes et la matière soustraite à sa vue et à sa présence. C'est également pour ça qu'en fait la voie alchimique, c'est une voie solitaire. Tout au plus le couple ou la famille, d'accord? Le travail, donc, il est à la fois actif et passif. Et le laboratoire sera aussi un oratoire. Et c'est là où s'applique l'ancienne maxime, ora et labora, qui veut dire prier et travail. Maintenant, il est important de comprendre une grande idée alchimique, c'est que toute la création se fait par la dualité. C'est-à-dire que les éléments indifférenciés originels se divisent en deux. Il y a une partie positive active, c'est selon le principe de genre, ce qu'on pourrait appeler le principe masculin, et une partie négative, passive, donc négatif, ça ne veut pas dire forcément que c'est mal, qui est le principe de genre féminin. La partie positive, donc la partie masculine, est toujours présente, et elle cherche de par elle-même à agir, alors que la partie féminine, ce qu'on appelle négatif, mais je préfère féminin, en raison même de son caractère passif, n'agit pas, mais peut représenter un obstacle ou une prison pour la partie active. En général, l'homme ne peut pas activer la partie positive, parce qu'elle agit d'elle-même. Là, son rôle pour l'homme consiste uniquement à libérer les forces positives, qui agiront d'elles-mêmes. Alors notre travail expérimental va montrer rapidement la véracité de ce principe. Donc n'oubliez pas, le principe masculin, lorsque nous travaillons sur les végétaux, c'est le principe soufre. Donc c'est l'âme, l'huile essentielle, que l'on pourra extraire avec votre appareil. Vous avez un appareil de Soxhlet, j'y reviendrai. Là, nous sommes dans la théorie aujourd'hui, et si l'univers me permet, je reviendrai encore sur la pratique. Dans la vie, pour se comprendre, il est nécessaire que le sens attribué au mot soit constant et identique, quel que soit le cas. Mais en alchimie, c'est pas comme ça que ça marche. Dans cet art, le sens des mots n'a souvent rien à voir avec celui qui est couramment attribué. C'est pour ça que les trois principes, soufre, mercure et sel, n'ont rien en commun avec ce que l'on entend généralement par les mots. On ne parle pas du soufre, l'élément. Et le mercure encore moins, qui est ce métal liquide. Non. Et le sel, on ne parle pas du sel de cuisine. Selon la théorie alchimique, toute chose et tout être possède un soufre, un mercure et un sel. Que ce soit dans le règne minéral, dans le règne végétal et dans le règne animal. Le soufre concentre celle de l'âme, l'huile. Le mercure, celle de l'esprit, l'alcool. Et le sel, celle du corps, qui vient sceller les deux autres principes. Le sel et le sel. C'est lui qui scelle. Un des grands secrets spagyriques et alchimiques, c'est la méthode de séparation des trois principes. Vous l'avez vu dans l'exercice avec la mélisse, mais nous n'avons séparé que d'un côté le sel et de l'autre côté le mercure et le soufre ensemble. Il faut noter cependant que dans la spagyrie végétale, la séparation des trois principes, voilà, c'est pas toujours nécessaire. On peut se contenter, comme dans l'élixir de mélisse, de la séparation soufre et mercure d'un côté et sel de l'autre. Mais maintenant, examinons la différence entre un remède allopathique, donc un remède allopathique, c'est un médicament prescrit par le médecin, et un élixir spagyrique, alchimique. Dans la plupart des cas, les remèdes allopathiques, donc les médicaments, sont fabriqués par des procédés de ce qu'on appelle la chimie classique. Et de ce fait, le soufre et le mercure spagyrique sont éliminés. Il ne subsiste que, on va dire, le sel, si on devait parler d'un point de vue spagyrique. Donc ces remèdes peuvent agir sur le matériel, sur le corps, mais en aucun cas sur le mental et sur le spirituel, c'est-à-dire sur le psychisme et le spirituel. Les élixirs spagyriques ou alchimiques, par contre,
eux, conservent les trois principes. Et par son action personnelle, l'alchimiste s'efforce de les renforcer. On obtient une médecine de l'âme qui contient à la fois les éléments négatifs du corps et les éléments positifs de la vie. Vous comprenez ce principe de dualité? La méthode spagyrique sera donc une séparation, une purification et enfin une réunion. D'ailleurs, c'est la racine étymologique de spagyrie, qui signifie ni plus ni moins séparer et réunir. Dans la première expérience, qui est, tout est relatif, mais qui est très simplifiée, et comme on n'a pas encore étudié l'art d'accuer, c'est-à-dire d'affiner, on choisira la façon la plus simple, voilà. Et comme vous l'avez constaté, c'est sur lequel vous vous êtes exercé, c'est l'alcool de la vigne qui répond le plus à ce critère. Étant donné que vous avez extrait l'alcool du vin, il faut savoir que la vigne et le blé sont les stades les plus, si on veut dire d'un point de vue cosmique, les plus évolués de la matière végétale. C'est ceux avec lesquels on peut travailler de façon interdépendante, j'ai envie de dire, avec les autres végétaux. Notre sel étant séparé, vous l'avez vu, on peut le purifier soit par le feu, soit par le feu et l'eau. Ce sel purifié, à son tour, va mélanger le soufre et le mercure avant de réaliser ce qu'on appelle la réunion, et en alchimie on dit la coobation. On vient coober. Alors notre élixir, par rapport à une médecine allopathique, il aura les propriétés à la fois physiques, spirituelles et mentales. Les propriétés physiques seront celles qu'on peut trouver dans un livre de botanique. Vous savez, pour chaque plante utilisée pour les expériences pour lesquelles on travaille. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez vous procurer, je vous invite à le faire d'ailleurs, des recueils, des ouvrages sur la botanique, et notamment sur les effets thérapeutiques attribués à chaque plante. Que ce soit en décoction, en infusion, en onguent, en baume, vous verrez les propriétés qui y sont attribuées, et ça nous facilite grandement le travail, parce que les propriétés qui y sont attribuées, on pourra faire soit des élixirs spagyriques, alchimiques, qui travailleront donc d'un point de vue physique sur les effets nommés dans l'ouvrage botanique, mais qui opéreront dans un sens beaucoup plus éthéré sur le plan mental et le plan spirituel. C'est pour ça que je vous ai invité à faire un élixir de mélisse. Parce que d'un point de vue physique, la mélisse a les propriétés de décontracter, de relâcher les muscles et les nerfs. Mais ça, c'est d'un point de vue physique. Sur le plan mental, elle va vous aider à y voir plus clair, à voir les choses de façon plus cohérente. Et d'un point de vue spirituel, votre âme va vibrer au diapason avec la nature spirituelle. C'est pour ça que, même si d'un point de vue physique, ce que l'on va retrouver dans les livres de botanique, cela résoudra ce qui est prévu à cet effet, d'accord? Mais en ce qui concerne la localisation sur l'effet spirituel, ça ne peut pas être résolu à travers les ouvrages de botanique. Il s'agit d'une étude des signatures de la nature. Et dans le cas de la mélisse, voilà, la partie psychique concernée est celle de la compréhension, de la tolérance, à la fois décontracté, tolérant et compréhensif. Maintenant, on est suffisamment armé pour faire face aux problèmes que posera le travail pratique. C'est pour ça que, plus que dans n'importe quel autre domaine, en alchimie, il est indispensable de respecter les lois de la nature et de permettre de s'exprimer librement. Donc maintenant, nous savons que les éléments invisibles et spirituels sont importants en alchimie et en spagyrie. Mais comme nous n'avons pas encore le liquide d'extraction approprié nommé menstruum, parce que au moment où je vous parle, je sais que même si vous vous y êtes mis, vous n'avez pas encore pu obtenir un menstruum. La fabrication de celui-ci demandant l'étude de la distillation classique et de la distillation philosophique.
C'est pour ça que pour tirer le plus grand avantage de vos élixirs, si on possède un monstrum très affiné, donc très acué, en langage alchimique, on est obligé de respecter dans notre laboratoire oratoire, hein, donc dans notre lab oratoire, un certain comportement, et il y a beaucoup de précautions qui feront l'objet d'une étude ultérieure. Par contre, l'inconvénient réside en ce que le pouvoir d'extraction de notre liquide est plus faible. Par conséquent, les opérations sont un peu plus longues. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir les bonnes habitudes dès le début. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout de suite de la rectification, qui vous amène donc à un monstrum philosophique. C'est pour ça que le lieu de travail doit être solitaire et discret. Il faut éviter à nos produits les présences et les contacts qui risquent de les perturber. Une fois que vous aurez trouvé cette retraite, les consignes de sécurité respectées, il conviendra, avant la mise en route des opérations, de se dynamiser psychiquement. Pour l'heure, chacun peut adopter la méthode qui lui convient. Respiration, prière, concentration, méditation, etc. Je déconseille l'utilisation de méthodes occultes, car elles demandent des connaissances, des attributions planétaires ou des éléments de la théorie des signatures, mais ça ne sert à rien d'en parler pour l'instant. On peut aborder maintenant la phase véritablement pratique. Lorsque vous allez travailler, il est important de se dynamiser. J'ai d'abord fait la vidéo pratique parce que je sais qu'on aime bien avoir du grain à moudre. Et lorsque vous allez travailler, même si vous avez déjà commencé, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de conséquences psychiques. Le principe de rythme, même s'il est appliqué, étant donné que vous appliquez les bonnes intentions, vous serez dans le labor et vous obtiendrez des résultats qui, par rapport à une simple tisane de mélisse, vous donneront des résultats quand même impressionnants. À l'intérieur du corps humain se cache une substance métaphysique, mais elle est connue de très peu de personnes. Et cette essence n'a besoin d'aucun médicament car elle est en elle-même un remède incomparable. Elle est de triple nature, métaphysique, physique et morale. Mais si vous êtes attentif, on pourra conclure qu'on doit passer par de la métaphysique à une physique, par un processus philosophique. Les alchimistes, à l'époque, se consacraient profondément à leur travail. Et l'avantage qu'ils avaient par rapport à notre société actuelle, c'est qu'ils ne souffraient pas de la fissure qui existe dans les âmes de nos contemporains. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que on arrive à se représenter l'être en majuscule. L'être d'un côté, la matière de l'autre, mais qui ne se rencontrent jamais. Parce que aujourd'hui, tout est basé sur le physique. L'être a très peu de place. Quand je dis l'être, je parle du mental et du spirituel. Mais pour les alchimistes, l'être est dans le monde, et le monde est dans l'être. L'alchimiste n'est pas victime de cet aveuglement actuel. Et c'est ce qui assure le succès du travail. C'est pour ça qu'il me paraît important d'exposer la méthode. Et il est dans les choses naturelles une certaine vérité qui ne peut pas être vue par les yeux. Les philosophes ont su ceci et ont trouvé que ce pouvoir était si grand qu'il pouvait faire des miracles. On peut suggérer que ce miracle se trouve dans l'observation d'une rose dans le jardin, dans l'amitié. Ça peut être perçu aussi bien par les yeux physiques que par le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? La mystérieuse rencontre entre les alchimistes, le mariage du soleil et de la lune, c'est la conjonction des phénomènes physiques et de la réalité métaphysique. Cette vision n'est pas un résultat dû uniquement à des opérations matérielles, comme je vous l'ai dit, comme par exemple voilà, verser de l'acide acétique sur de la stibine, hein, sur de l'antimoine. C'est ni le résultat d'une allusion figurative à une substance donnée qui pourrait dire d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. De même que dans les faits physiques, la qualité des ingrédients est importante, en raison de l'influence des résultats, vous comprenez?
C'est pour ça que le fait de travailler au pilon et mortier pour extraire la pulvérisation de la mélisse est plus important que de le faire au mixeur électrique. Vous commencez à comprendre. Ça a une influence sur les résultats. De même que dans le mental. La qualité des pensées va provoquer un ultime succès ou un échec. Je vous le dis direct. Et dans cette vérité se tient tout l'art de libérer l'esprit. Et par ce chemin, vous comprendrez que l'esprit peut être libéré du corps. L'esprit peut être libéré du corps. C'est en relation directe avec les techniques de méditation des alchimistes. Mais peut-être que le mot technique n'est pas correct. Parce que ça semble impliquer des formules. Vous voyez ce que je veux dire? Comme en chimie. Un jeu d'idées préconçues. Alors qu'en vérité, la spontanéité, c'est l'essence même de la méditation en alchimie. La méditation, après tout, est une façon de pêcher dans le subconscient. Pour en faire jaillir la vérité. Alors consciemment, lorsqu'on va méditer, on peut sélectionner le sujet, la question. Mais comme le pêcheur jette l'appât dans l'eau, ce n'est pas l'appât qui cherche le poisson. C'est le poisson qui cherche l'appât. Et ça, c'est une des plus grandes et communes mauvaises interprétations de toutes les sciences. Regardez bien, hein. On ne médite pas parce qu'on ne le peut pas. On est médité. En d'autres termes, on doit être réceptif. Mais par analogie, dans le privé de notre labo, on ne doit pas tenter à tout propos d'ajuster les ballons, de mesurer les substances, de penser en jargon alchimique à ce que, à travers nos manipulations, on cherche réellement à faire. En gros, il faut laisser faire, il faut être curieux, il faut demander. Vous savez, je vais vous donner un petit secret. Et c'est pour ça que je le balance au milieu d'une vidéo. Comme ça, seuls les plus assidus pourront l'entendre et l'interpréter. Pour pouvoir opérer sur les choses mentalement, c'est-à-dire l'influence qu'on doit avoir sur les choses. Croyez-moi bien, mais les télékinésistes ne travaillent pas avec force de volonté ou de concentration. C'est l'erreur que tout le monde fait. On croit que, à force de concentration, de persuasion sur les choses, on pourra avoir une interaction sur celle-ci. Mais c'est complètement faux. Parce que on ne donne pas d'ordre à l'infini. On demande à l'infini. C'est pour ça qu'il faut être gentil avec la matière. Il faut lui demander de pouvoir faire ça. Avec amour. Avec amour, donc, on est vraiment sur le plan spirituel. On demande à la matière de pouvoir s'ouvrir à nous. Et vous êtes sur une bonne voie pour les manipulations télékinésiques, télépathiques. C'est ce que nous allons communiquer à notre matière, et c'est ce que notre matière va nous communiquer. Il ne faut pas tomber dans le piège qui fait dire que pendant des années, j'ai lu des textes, j'ai expérimenté, et je crois diriger le cours du travail. Seul le tout dirige le cours du travail. Et il n'y a pas un seul d'entre nous qui a accès à un jaillissement de sagesse, à moins qu'il ne soit réceptif. C'est pourquoi l'alchimie est aussi bien un art qu'une science. C'est non seulement l'art de diriger le travail, comme on peut le comprendre à travers les instructions, que ce soit par un livre ou un enseignant, mais c'est aussi l'art d'être réceptif dans nos cœurs, en nous laissant épurer par le travail, comme l'est notre matière au cours des manipulations. C'est au confluent des deux mondes que le véritable alchimiste expérimente. Et à travers des années d'efforts intellectuels, physiques, émotionnels, il n'y a que par là qu'on pourra atteindre le but. Mais en définitive, c'est lui qui nous atteindra. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est seulement à travers la méditation, dans le lâcher-prise, que ceci est possible. Vous comprenez? On ne pourra jamais faire l'unité qu'on recherche si tout d'abord on n'a pas fait le 1 en soi. Cette chose une, c'est le point unique de toute concentration et de la méditation de l'étudiant sincère.
On comprend et on utilise tous les niveaux de l'être. On apporte à ces niveaux un appoint de vigilance précédemment inconnu. Et une fois ceci atteint, il se retire. Cette technique, elle est quand même familière aux lecteurs et aux disciples du zen, du yoga, du taoïsme et de toutes ces disciplines religieuses. Mais elle n'a pas été consciemment identifiée avec l'alchimie pour la simple raison que l'art alchimique est très mal compris. On ignore sa terminologie et toutes les méthodes sont on va dire, de notoriété obscure et complexe. Okay, bien que alchimie veut dire alchème, vient de Alchem, qui est la terre noire, qui était le nom originel de l'Égypte. L'Égypte ne s'appelle pas Égypte, s'appelle Alchem. Et on retrouve l'anagramme de Michael, alchimie. Le mot méditation est utilisé quand un homme a un dialogue intérieur avec quelqu'un d'invisible finalement. Ça peut être le tout, s'il est invoqué, ou avec un ange, ou avec lui-même. L'aspect méditatif du travail alchimique n'est pas simplement celui de la cogitation, ou de la réflexion sur le travail. C'est pourquoi il faut maîtriser la théorie avant la pratique. Ne vous en faites pas, hein, vous pouvez faire tranquillement votre élixir de mélisse. Mais la méditation ira plus profondément, et va englober un procédé plus complexe. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la méditation est un travail intérieur. En termes choisis, on peut dire que l'occultiste reçoit une profonde révélation du plus haut moi. C'est la conversation avec votre ange gardien. Ce n'est pas étonnant, ne vous en faites pas les amis, c'est très nébuleux, mais c'est pas étonnant de dire que l'alchimiste commence son travail avec une masse confuse, à la fois dans son esprit et dans son travail physique. On doit extraire d'un chaos primordial un ordre bienfaisant. Si les pensées ne sont pas ordonnées, ces substances ne peuvent pas être correctement manipulées. Vous comprenez? Et si les deux sont en bon ordre, il doit avoir le courage de plonger profondément dans ses ressources intérieures pour comprendre la relation qu'il y a entre sa propre âme et l'âme de la matière avec laquelle il travaille. Mais bon, je ne veux pas faire peur, mais l'alchimiste doit aussi craindre d'être attaqué. D'un côté par les gens, hein, attention, hein, je ne parle pas forcément d'attaque spirituelle. Je parle plutôt du fait d'en parler à son entourage. Il y aura toujours des sceptiques qui vont mettre en cause vos méthodes ou même tout simplement le bien fondé de ce que vous faites. Vous êtes comme un religieux sentimental finalement. Vous êtes dans votre cocon, dans votre propre cocon, avec vos flacons, vos corps nus. Même aujourd'hui, l'alchimiste a son propre terrain. Mais bon, le défi de son travail va être au-delà des critiques. Seul l'homme ou la femme qui entre avec un cœur priant et méditant pourra bénéficier de la poursuite du travail. Au cours des siècles, il y a un écrivain, un alchimiste, Michael Mayer en fait, qui a dit « Pour ceux qui commencent, l'affliction règne avec le vinaigre, mais pour ceux qui finissent, la joie règne avec le rire. » Pour conclure, je citerai encore Michael Mayer, parce que ça résume pas mal ce qu'il faut atteindre en termes d'aura. Cette chose pour laquelle nous avons cherché si longtemps ne peut être acquise ou accomplie par la force ou la passion. Elle ne peut être acquise que par l'humilité et par un amour déterminé et parfait. Que Dieu accorde cette divine et immaculée science à ses fidèles servants, en particulier à ceux à qui il accordera d'être comme à l'origine de la nature des choses. Nul ne serait capable de se sauver sans la force accordée par Dieu. Et sans elle, ils ne pourraient plus longtemps continuer le salut de leurs âmes, le but désigné pour eux par Dieu. Alors Dieu charge de ceux de ses servants, à qui il a proposé
ces choses, de chercher cette science divine qui est cachée à l'homme et qu'il a gardée pour eux. C'est cette science qui les fera naître au-delà des souffrances de ce monde et qui les chargera de la connaissance du bien futur. Voilà mes amis. J'espère que vous comprenez tout doucement la nature profonde des choses et que tout est lié. Le physique, le mental et le spirituel. J'aime beaucoup cette partie parce qu'elle me permet à la fois de vous parler et de méditer en même temps. J'espère que cela retentit en vous et que vous allez comprendre au fur et à mesure, tel un disciple, tel un apprenti, bien que je n'ai pas la prétention d'être votre guide, mais je vous raccourcis le chemin sur la vérité des choses d'un point de vue hermétique, d'un point de vue alchimique. Il s'agissait d'un premier cours d'hermétisme, de philosophie alchimique, pour vous familiariser tout doucement avec l'état dans lequel vous devez être lorsque vous travaillez en alchimie. Pour résumer, si vous avez travaillé sur les exercices précédents, vous comprendrez qu'il faut vous mettre dans un état second lorsque vous travaillez en alchimie. Et plus votre intention sera bonne, plus vos ondes seront positives, vos vibrations, plus vous serez en adéquation avec la matière avec laquelle vous travaillez. Tout doit être fait avec amour, avec votre implication et application. Votre être vibre à une certaine fréquence. Et lorsque vous travaillez sur la matière, à force de l'affiner, de l'acuer, vous êtes en adéquation avec cette matière. Elle vibrera de la même fréquence que vous vibrez, à laquelle vous vibrez. Ça peut être une conclusion. J'espère vous revoir très prochainement. Je vous souhaite le meilleur, mes amis. Travaillez, n'oubliez pas, aura et labora. Aura, priez, labora, travaillez. C'est toujours un plaisir, hein, ne l'oubliez pas, et c'est à chaque fois plus ou moins improvisé, malgré les notes que je prends. Nous allons de plus en plus loin dans l'étude alchimique. J'espère vous retrouver, mes amis, très prochainement. Il y aura d'autres formats, comme je vous en avais parlé, et je ne manquerai pas de vous retrouver dans de la thérapie un peu plus conventionnelle, naturopathique. Je ferai référence à certaines formes de médication qui pourront vous aider dans vos tracas quotidiens. Et d'un autre côté, il y aura toujours cette étude philosophique, hermétique, alchimique. J'espère vous revoir très prochainement dans un live ou dans une discussion avec un de mes amis qui s'est proposé gentiment de pouvoir participer à ça. À travers ces vidéos, je suis content de ne plus paraître, pour l'instant en tout cas, à la caméra. Si l'univers me le permet, nous irons plus loin, toujours plus loin. Je vous apporterai aussi des cours d'ésotérisme et de Kabbale, alors n'y voyez absolument aucune déformation. Parce que la Kabbale, à l'origine, est hébraïque et vouée au bien. Je parlerai d'une anecdote la prochaine fois pour vous éclairer là-dessus. Mes amis, je vous embrasse, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à m'écrire, à me laisser des commentaires, si vous avez envie de débattre. Et je vous laisserai mon adresse mail si vous avez envie de discuter un peu plus de façon privée, on va dire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. Bisous.